Bonsoir. Merci d'être ici en si grand nombre. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information de la Société des transports de Montréal sur le projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. La séance se déroulera en français. Toutefois, nous invitons les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais à le faire. This meeting will be conducted in French, but anyone who would prefer to address the Commission in English or ask questions in English may do so. For your information, English copies of the presentation that STM will make tonight are available at the reception table and will be posted on the STM website tomorrow. La présentation en français sera également rendue disponible dans les prochains jours sur le site web de la STM. Je m'appelle Marguerite Bourgeois. J'ai été nommée présidente de la commission par la STM. Et dans ce rôle, je suis secondée par mes collègues commissaires, M. Joshua Wolf et Radwan Torkmani. Nous sommes appuyés dans nos travaux par Stéphanie Wells, qui est secrétaire analyste. La séance de ce soir est sténographiée et fait l'objet d'une captation vidéo. La vidéo ainsi que la transcription de l'audience feront partie du dossier de documentation de la consultation et seront déposées dans les prochains jours sur le site web de la STM. Il se pourrait également que la STM prenne des photos pour ses archives ou pour utiliser dans ses communications. Donc, si vous ne souhaitez pas être photographié ou filmé, veuillez en aviser les personnes à la table d'accueil. Quelques mots maintenant sur la consultation publique. Cette consultation s'adresse à vous, les citoyens. Vous avez le droit d'être renseigné sur les projets susceptibles de modifier votre cadre de vie. Vous avez aussi le droit de faire valoir votre opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions relatives à ces projets. Dans un souci de vous inclure dans l'élaboration de ces projets de modernisation et d'expansion du réseau du métro, la STM s'est dotée d'une politique de consultation publique pour mettre en place un processus qu'elle souhaite crédible, transparent et efficace. Les commissaires dont nous sommes ne sont pas des employés de la STM ni des fonctionnaires. Nous ne sommes pas non plus des élus. Chaque membre de cette commission agit de façon indépendante et neutre. D'ailleurs, toute personne qui préside une commission ou qui en fait partie s'engage à respecter le code de déontologie des commissaires. En vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun et de sa politique corporative de consultation publique, le Conseil d'administration de la STM a autorisé la création de notre commission le 4 décembre 2019. Nous sommes responsables de tenir une consultation publique sur le prolongement de la ligne bleue du métro et plus particulièrement sur la conception des futures installations de la STM, comme les stations de métro, les stations auxiliaires, le poste de district et terminus d'autobus, etc. Vos commentaires peuvent s'étendre à tout cela. Nous avons le mandat de vous informer sur le projet, de recueillir vos commentaires et opinions et de rédiger un rapport dans lequel nous présenterons des conclusions, des avis et des recommandations à la lumière de ce que nous aurons entendu. Dans le but de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, la STM a fait distribuer plus de 39 000 feuillets d'information dans les quartiers concernés. Ces documents sont également disponibles à la table d'accueil si vous ne les avez pas cueillis encore.
Un avis public a été publié dans différents journaux et des panneaux d'information ont été installés à proximité des futures installations. L'ensemble des documents d'information sur le projet sont aussi mis à votre disposition sur le site web de la STM dans les prochains jours. La consultation publique comprend 2 étapes. La première étape commence ce soir et se poursuit jusqu'au 19 février. Elle vise à vous présenter toute l'information possible sur le projet. Ce n'est donc pas le moment d'exprimer votre opinion. Excusez. Est-ce qu'il y en a qui ont manqué quelque chose de ce que j'ai dit? On me dit que je dois être un peu plus proche du micro. S'il y a quelque chose, je peux répéter, mais je vous fais grâce. Ce n'est donc pas le moment d'exprimer vos opinions, mais de vous informer en posant des questions. La deuxième étape de la consultation sera consacrée à l'expression des opinions. Elle aura lieu du 26 février au 4 mars. C'est à ce moment-là que vous pourrez nous faire part de vos préoccupations, de vos propositions et points de vue à l'égard du projet. Vous pourrez présenter votre opinion à la commission de 4 façons différentes. Premièrement, en remplissant le questionnaire guidé qui se trouve sur le site web de la STM. Deuxièmement, par écrit et de façon verbale lors des séances d'expression des opinions. J'espère que vous y serez en grand nombre. De façon verbale lors de la séance d'expression des opinions et finalement par écrit sous forme d'un mémoire, d'un courriel ou d'une lettre. Pour obtenir plus de détails sur les différentes options ou sur les façons de faire, sur les dates limites d'inscription ou sur les dates limites d'envoi de vos opinions, vous pouvez vous référer à la table d'accueil. On pourra vous donner de plus amples détails. Une fois l'étape de l'expression des opinions franchie, nous analyserons l'information reçue et les opinions exprimées. Nous rédigerons un rapport que nous remettrons au comité suivi des actifs du conseil d'administration de la STM. Cela se fera autour de l'été 2020. Ce rapport sera rendu public. Le rapport de la commission a une valeur consultative, ce qui veut dire que les décisions finales relatives au projet de prolongement de la ligne bleue ne nous appartiennent pas, mais elles appartiennent au conseil d'administration de la STM. Venons-en maintenant au déroulement de la soirée d'information de ce soir. Dans quelques instants, j'inviterai la STM à présenter le projet. La Ville de Montréal présentera également sa vision préliminaire de mise en valeur du secteur afin de vous donner davantage d'informations sur le contexte. Après ces présentations, nous prendrons une pause d'une 15aine de minutes. Et c'est à ce moment-là que les personnes qui souhaitent poser des questions pourront s'inscrire au registre à la table d'accueil. Au retour de la pause, j'appellerai tour à tour les participants inscrits à se présenter aux 2 micros à l'avant de la salle, mais selon l'ordre d'inscription. Le registre d'inscription restera ouvert jusqu'à 21 h. Ma tâche principale à titre de présidente de commission est de favoriser votre participation et de vous permettre de bien vous renseigner sur le projet. Pour y arriver, rien de tel qu'un climat serein et courtois. Je vous demande donc de faire des interventions dans cet esprit. Pourriez-vous également activer dès maintenant la fonction silence de vos cellulaires? Finalement, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette séance d'information et qui contribuent à son bon déroulement. Je vous souhaite à tous une très bonne, fructueuse et instructive soirée. J'inviterai Mme Maa Clour, directrice du projet principal à la STM, à nous présenter la personne qui l'accompagne en avant et puis à débuter sa présentation.
Bonjour, merci beaucoup. Merci à Madame Présidente de la Commission et commissaire. Alors, mon nom est Marie-Claude, directrice de projet principal de la Société de transport de Montréal, donc dans le bureau de projet du prolongement de la ligne bleue, le projet qu'on vous présente ce soir. Je suis accompagnée de mon collègue, M. Karim Charef, chef d'équipe d'urbanisme à la Ville de Montréal. Karim va prendre la parole au courant de la présentation pour vous expliquer la vision notamment de la Ville de Montréal. Alors, je vous remercie tout d'abord de participer en grand nombre. Je suis bien heureuse de voir que le projet suscite autant d'intérêt auprès de tous les citoyens de la Ville de Montréal. Comme Madame la Présidente a mentionné, l'objectif de la consultation ce soir, c'est de vous informer sur l'avancement du projet, notamment au niveau de sa conception. Alors, le projet va vous faire donner une vue d'ensemble, justement, de l'ensemble des activités en cours, mais notamment au niveau de la conception du projet. Juste avant que je commence à vous parler de la ligne bleue, si je suis capable de changer de page. Un peu d'aide. Ah, voilà. Vous avez tous reçu un beau crayon à l'effigie du prolongement de la ligne bleue en arrivant tantôt. Alors, la fonction première, bien évidemment, de ce beau crayon, c'est de prendre des notes ce soir. Ça va vous permettre de bien vous préparer pour les séances d'audience, alors pour préparer votre mémoire ou votre opinion écrite. Mais une fois l'utilisation complétée, il y a une deuxième fonction à ce beau crayon. Dans le fond, vous allez vous apercevoir qu'il y a une petite capsule verte au bout du crayon. Ce n'est pas une efface, c'est une capsule qui contient des graines de plantes de myosotis. Le myosotis, c'est une fleur bleue. Alors, vous me voyez venir. Quand vous allez planter le crayon, comme vous voyez sur l'écran, vous allez voir fleurir une belle fleur bleue qui représente justement l'arrivée du prolongement du métro dans l'est de la Ville de Montréal. Alors, en parlant du prolongement, une très brève mise en contexte. Il y a beaucoup d'informations sur l'écran, je vais vous le dire dans mes mots. Essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une nouvelle loi sur la gouvernance qui a été adoptée en 2016 qui indiquait notamment que la STM devenait gestionnaire du projet du prolongement de la ligne bleue. Donc, depuis 2018, la STM travaille activement avec tous les partenaires du projet qui sont présents ce soir avec nous, justement pour pouvoir démarrer les travaux là, qui s'en viennent au cours des prochains mois, prochaines années, et toutes les activités, dans le fond, de conception et de préparation du projet que je vais vous présenter ce soir. Alors, c'est quoi le prolongement de la ligne bleue? Donc, on part de la station, pour ceux qui connaissent le métro, la station existante Saint-Michel, qui est la station terminale de la ligne bleue à l'est, et on prolonge la ligne bleue sur 5 stations pour se rendre à l'arrondissement Anjou. Alors, on rajoute 5 nouvelles stations, un tunnel de métro d'une longueur d'approximativement de 6 km. On parle aussi de plusieurs structures opérationnelles. Donc, pour construire un métro, ça ne prend pas juste des stations ou un tunnel et des édicules ou des accès à la station. Ça prend aussi des infrastructures ou des structures opérationnelles qui permettent le bon fonctionnement du métro ou du transport collectif en général. Dans le cadre du prolongement, on parle de 2 terminus d'autobus, on parle d'un stationnement équitatif, un garage de train pour garer les trains de métro. On parle aussi d'une correspondance avec le service rapide bus P9, donc le SRB P9 sur le boulevard, sur l'axe du boulevard P9. Des structures auxiliaires et des sorties de secours, je vais vous en parler un peu plus tantôt. Un centre de services qui, dans le fond, abrite des employés du métro qui doivent agir ou intervenir dans le réseau. Un poste d'alimentation électrique qui va assurer l'alimentation électrique du prolongement. Alors, le tracé du prolongement, vous avez peut-être eu l'occasion de voir un peu le tracé à votre entrée tantôt. Alors, si je prends mon pointeur, comme je mentionnais tantôt, on part de la station existante, qui est la station Saint-Michel, pour se diriger vers l'arrondissement Anjou. On rajoute 5 nouvelles stations, ce qu'on voit en noir, donc essentiellement aux intersections principales. Une nouvelle station P9, Viau, Lacordaire, L'Angelier. Après ça, on retrouve l'axe Bélanger pour aboutir au coin des galeries d'Anjou, dans l'arrondissement Anjou. Vous allez me dire qu'on a déjà certains noms qui sont existants dans le réseau actuel du métro. On est très conscient de ça. C'est des noms temporaires. Il y a des mécanismes en cours actuellement, justement, pour nommer ces nouvelles stations-là. Alors, pour les besoins de ce soir, on va les nommer selon les axes principaux du prolongement. On a également les fameuses structures auxiliaires qui se trouvent à chaque interstation, donc entre 2 stations, que je vais vous présenter davantage un peu tantôt, pour aboutir à l'est de l'autoroute 25 pour la dernière structure auxiliaire.
C'est quoi les bénéfices d'un genre de projet d'envergure comme le prolongement de la ligne bleue? Bien évidemment, on veut améliorer la mobilité des citoyens dans la grande région métropolitaine. On veut renforcer l'intermodalité et l'utilisation conviviale des différents modes de transport. Donc, quelqu'un qui arrive par vélo, à pied ou par n'importe quel autre mode de transport, métro, autobus, peut converger sur d'autres modes facilement. On veut appuyer le développement économique et urbain du secteur. On veut intégrer des aménagements assurant l'accessibilité universelle, donc pas seulement des installations dotées d'ascenseurs, mais aussi des équipements qui assurent une fluidité et un passage fluide et sécuritaire de toute notre clientèle. Et c'est un projet qui mise beaucoup sur le développement durable. On mise sur une certification Envision. Pour celles et ceux qui connaissent les certifications LEED, c'est très similaire, mais mieux adapté pour les infrastructures du métro. Alors, on mise sur des éléments à intégrer dans le cadre du projet qui favorisent le développement durable, mais aussi l'intégration et la consultation citoyenne et de la communauté. Alors, je vous mentionnais d'entrée de jeu qu'en 2016, la STM a été nommée gestionnaire du projet, mais je suis très consciente que vous allez tous me dire que ça fait longtemps qu'on entend parler du prolongement. Effectivement, cette fois-ci, c'est la bonne, par contre, et là, je vous le dis pour de vrai, parce que dans les années avant 2016, il y avait un bureau d'études qui était mené par l'Agence métropolitaine de transport, l'AMT, qui, elle, avait le mandat, dans le fond, de faire des études, ce qu'on appelle des avant-projets ou des études préliminaires. Durant ces études-là qui se sont déroulées sur plusieurs années, on a notamment défini le tracé et la localisation des différentes stations. Donc aujourd'hui, la mission, le mandat de la STM, c'est de réaliser ce qui avait été défini à l'époque. La portée qui avait été définie et autorisée par le gouvernement, c'est le mandat de la STM aujourd'hui. Par contre, on est rendu à l'étape maintenant de les concevoir, et d'où l'importance de vous parler puis de vous consulter. Alors, depuis 2018, qu'est-ce qu'on fait? On met à jour ces études-là. Bien évidemment, considérant les terrains ont été identifiés, on a enclenché le processus des acquisitions. On a démarré les activités d'ingénierie, dont notamment la conception architecturale, puis ça, je vous en parlerai davantage tantôt. Puis, on est aussi beaucoup en arrimage avec d'autres chantiers dans le secteur, dont le SRB P9, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. À partir de 2021, on démarre les travaux, et ce, pour 6 ans. On va aussi beaucoup mettre en place des différentes mesures de mitigation pour nous assurer que, dans le fond, on minimise les impacts d'un chantier d'envergure, parce que, malheureusement, un chantier d'envergure, il y a des impacts, mais on a des moyens, justement, éprouvés, considérant que la STM travaille depuis longtemps sur des gros projets d'envergure, pour nous assurer qu'on minimise ces impacts-là. Et on travaille, dans le fond, pour une mise en service en 2026. Alors, la démarche de consultation publique, dans le fond, je n'en reviendrai pas là-dessus. Madame la présidente l'a expliqué un peu tantôt. On tient notamment la commission publique en ce moment au niveau des séances d'information et d'audience. On va déposer, en fait, la commission va déposer un rapport avec des recommandations à la STM cet été. On prévoit aussi, dans le fond, l'objectif, c'est de... Je m'excuse, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Merci, je m'excuse. Donc, l'objectif, c'est d'adopter un nouveau règlement de zonage pour permettre la construction des nouvelles stations cet automne. Puis, dans le fond, l'émission des permis va nous permettre de démarrer les travaux. Alors, on commence les soirées d'information ce soir. C'est la première ce soir, pour une première de plusieurs. Mais ça fait quand même depuis quelques mois qu'on travaille justement activement avec des représentants de la communauté, des représentants du secteur, pour mieux comprendre la réalité justement du secteur, pour mieux nous adapter justement à l'environnement. Donc, il y a eu plusieurs éléments, dont des sondages avec le grand public, des groupes de discussion avec certains représentants en groupe ou individuels. On tient actuellement la consultation publique, donc on est dans la phase 2. On va vous revenir éventuellement avec différents mécanismes pour vous présenter l'avancement de la conception en fonction de ce qui ressort notamment de ces consultations-là. Donc, vos commentaires, les éléments qui vont nous être adressés vont pouvoir influencer la suite des choses. Et ce que vous voyez en vert, essentiellement, c'est lorsqu'on va être rendu à planifier les travaux en tant que tels. Donc là, on va être vraiment au niveau de... les travaux vont s'installer comment, pendant combien de temps, c'est quoi le phasage, c'est quoi le séquencement, c'est quoi les mesures qu'on va mettre en place.
Puis, entre 2021 et 2026, donc durant les travaux, il y aura plusieurs mécanismes de suivi auprès de vous. Donc, ce qui est important de retenir à travers tout ça, c'est que c'est la première fois peut-être qu'on se voit ce soir, mais ce ne sera sûrement pas la dernière fois. Il va y avoir plusieurs autres événements, plusieurs autres mécanismes ou d'autres canaux de communication qui vont nous permettre de se parler au courant des 6 à 7 prochaines années là, durant la réalisation du projet. Alors là, je vais céder la parole à mon collègue Karim, qui va vous expliquer un peu la vision de la Ville de Montréal. L'objectif de la commission actuellement, c'est vraiment de vous présenter le prolongement de la ligne bleue, qui est un projet de la STM. Mais vous comprendrez que pour la STM, on est très soucieux justement de nous intégrer bien et adéquatement dans l'environnement bâti, d'où l'importance de travailler de concert et de très près avec nos partenaires, dont la Ville de Montréal et tous les arrondissements concernés par le prolongement. Alors, je te laisse la parole, Karim. Messieurs, dames, bonsoir. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Ville de Montréal s'associe et accompagne la STM dans le cadre de cette consultation publique qui porte sur le métro, qui va changer le visage de cette partie de la Ville de Montréal de manière positive. Pour la Ville de Montréal, c'est plus qu'un projet de métro, c'est plus qu'un projet de transport collectif. C'est un levier de développement économique, un levier de développement urbain, un levier de mise en valeur de cette partie de la Ville de Montréal au bénéfice des citoyens, des résidents, des travailleurs, des commerçants. Donc, la vision que soutient la Ville, ou qu'on va vous présenter à l'instant, entend maximiser les retombées de ce projet de métro, donc un investissement public majeur du gouvernement du Québec pour qu'il y ait des retombées maximum sur la population qui sera desservie dans quelques années. Alors, cette vision de mise en valeur, pour rappeler, elle incarne les 4 grandes priorités de l'administration municipale. 4 grandes priorités que l'administration municipale soutient à travers divers documents de planification en matière de mobilité durable, en matière de développement économique, en matière de transition écologique et en matière d'habitation. Donc, cette vision qui vous est présentée incarne ces grandes priorités de l'administration municipale. Plus concrètement, on vise à travers cette vision insuffler un nouveau départ, un nouvel élan pour l'Est de cette partie de Montréal, un petit peu dans la foulée de la déclaration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour la revitalisation de l'Est de Montréal. Donc ça s'inscrit dans cette grande intention, dans cette grande déclaration. Ça constitue aussi la feuille de route pour les prochaines années, pour encadrer, orienter le développement. C'est aussi pour la Ville une formidable occasion de repenser l'aménagement, de repenser la mobilité dans cette partie de la Ville qui en a besoin. C'est une vision aussi qui entend orienter le renouveau et les interventions dans le secteur, notamment aux abords immédiats des futures stations de métro, à travers des critères un peu plus spécifiques qui seront disponibles d'ailleurs en ligne prochainement. Alors, cette vision se traduit ou se décline en 30 grandes orientations. Faire du métro le vecteur du renouveau urbain du secteur, donc toute cette partie de l'Est de Montréal, une mobilité collective et active qui va être repensée, un renouveau limitant son empreinte écologique. À ces grandes orientations, on vise un certain nombre d'objectifs. On parle essentiellement de densifier, de diversifier les activités urbaines de façon à instaurer des milieux de vie complets et animés. Qui dit station de métro dit aussi une densification, donc pour accroître l'utilisation des futures stations de métro. Donc il y a une volonté de la part de la Ville pour favoriser une certaine forme de densification aux abords des futures stations de métro. Des objectifs aussi en matière de mobilité. C'est l'occasion aussi pour la Ville de revoir le maillage des déplacements collectifs avec comme point d'ancrage de ce maillage de transport collectif les futures stations de métro. C'est aussi pour la Ville l'occasion de remettre le piéton
au cœur de la mobilité dans le secteur. Comment est-ce que les piétons, les cyclistes aussi, peuvent se rendre de façon conviviale à ces futures infrastructures de transport, à ces futures stations de métro. C'est aussi l'occasion d'assurer la mise en place et le déploiement d'une mobilité innovante. Et finalement, au chapitre des objectifs visés par la vision, il s'agit, donc, en matière de transition écologique, accroître généreusement le couvert végétal dans un secteur, comme vous le savez, vous êtes résident du secteur ou des usagers du secteur, un secteur qui manque cruellement de verdissement, donc c'est des immenses îlots de chaleur. C'est d'assurer une gestion écologique des eaux. On va, dans les prochaines années, les prochaines décennies, vivre des épisodes de pluie abondants. Donc, comment est-ce qu'on gère ces eaux de façon écologique? Puis, il y a une attention qui sera portée sur la facture architecturale pour viser des standards élevés en matière de design urbain, notamment. Cette vision se décline aussi à travers des balises générales spécifiques aux futures stations de métro, de façon à s'assurer d'une intégration urbaine qui soit la plus optimale dans les milieux traversés. Les 5 stations de métro vont s'implanter dans des contextes différents, avec leurs particularités. Il va falloir s'assurer que ces stations de métro s'insèrent puis se déploient de façon harmonieuse avec les milieux traversés. Et finalement, pour les prochaines étapes qui concernent la ville de Montréal et ses arrondissements, suite à donc, le dépôt de cette vision à partir d'aujourd'hui, dans les prochaines étapes qui concernent la ville en matière d'encadrement, de développement de ce territoire, il y a prochainement l'adoption d'un programme particulier. Donc, c'est la portion peut-être qui vous concerne moins, de la portion Saint-Léonard, tout le long de Jean Talon. Donc, il y a un programme particulier qui va être adopté, qui fait référence à cette vision qui vous est présentée ce soir. À la fin de l'année, donc, on vise l'adoption du projet de règlement qui autorise la construction du métro, donc à l'automne 2020. Donc, c'est un règlement qui va être adopté au Conseil d'agglomération de Montréal. Puis, jusqu'en 2026, on va aller, à partir de cette vision, développer des outils d'encadrement pour accueillir les développements immobiliers notamment. Tout le long de cette ligne de temps qui nous emmène jusqu'à la fin du métro, de la réalisation du métro, la ville et ses arrondissements vont collaborer de façon très soutenue et étroite avec la STM et ses partenaires, autant dans la phase de planification que de la mise en œuvre du chantier, pour notamment tous les arrimages à faire en matière de mitigation, puis de voies de détour, etc. Donc, c'est un travail qui va se faire en continu tout le long du chantier jusqu'à la livraison du métro prévue en 2026. Donc, ça termine donc, la présentation très succincte de la vision de la ville. Je vous invite à prendre connaissance du document qui va être rendu disponible sur le site de la STM, site internet de la STM. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Clour. C'est bon, là? On va juste, je pense que dans une partie de la présentation, si c'est correct, on va juste poursuivre. Vous allez poursuivre? Oui. OK, d'accord. C'est bon. Merci, merci Karim. Dans le fond, Karim vous a mentionné notamment tout le volet d'intégration aux abords des stations, mais qu'en est-il justement de la conception en tant que telle des stations? J'aimerais vous en parler parce que le réseau de métro existant de Montréal est reconnu notamment par le fait que chaque station a une conception unique. Dans le fond, le réseau de métro de Montréal se distingue à travers le monde justement de ce fait, de cet élément-là. Alors, c'est important pour nous de maintenir cette importance-là accordée à l'architecture des stations dans ces nouvelles stations du prolongement de la ligne bleue. Alors, pour ce faire, la STM voulait doter d'un comité qui devenait un peu indépendant pour garder une certaine vigie sur la conception architecturale et l'intégration urbaine des nouvelles stations du prolongement. Alors, elle a mis sur pied un comité consultatif d'intégration urbaine, architecturale et patrimoniale, en fait, architecturale, urbaine et patrimoniale, communément appelé le CIOP, qui est composé notamment des experts externes du milieu, mais également d'élus et de représentants du projet. Et l'objectif principal ou le mandat principal de ce comité-là, justement,
justement, c'est de garder une certaine vigie sur ce qui se passe au niveau de la conception architecturale. Donc, on maintient la STM, sa volonté, puis qui a été entérinée par ce comité-là, c'est de maintenir l'orientation, d'avoir une architecture unique par station. Si vous avez suivi un petit peu les médias récemment, depuis les derniers mois, vous avez cru comprendre, bien évidemment, que maintenant, on a des architectes concepteurs qui ont été sélectionnés pour chacune des stations. Ces architectes-là ont commencé à s'intégrer tranquillement, pas vite, au bureau de projet et commencent justement leur réflexion au niveau de la conception architecturale. Donc, je reviens sur le fait que tout ce qui ressort dans cette commission, dans cette consultation publique, tous vos commentaires deviennent des éléments d'influence ou de réflexion justement pour la suite des choses. Je vais vous présenter maintenant quelques images ou croquis qui vont vous montrer un petit peu l'implantation des nouvelles infrastructures du métro. Comme je viens de mentionner, la conception en tant que telle des stations n'est pas encore démarrée. Donc, on n'a pas nécessairement de rendu visuel de l'allure de ces futures stations-là. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous montre, c'est vraiment une localisation des différents bâtiments futurs. Et au cours des prochains mois, lorsqu'on aura quelque chose de préliminaire au niveau des rendus visuels, bien, on va vous les exposer en temps et lieu. Alors, vous reconnaissez probablement la station Saint-Michel, qui est la station terminale actuellement de la ligne bleue. On a l'édicule principal, l'édicule secondaire de l'autre côté du boulevard. Dans ce cas-ci, on fait un agrandissement agencé à l'édicule principal pour rajouter un centre de service puis un poste de district. C'est deux volets, deux infrastructures opérationnelles qui sont requis pour le fonctionnement du métro, mais qui ne sont pas des espaces publics. Donc, le public n'a pas accès. C'est plus pour les employés de la STM. Donc, on passe à la première future station qui est au coin du boulevard P9 et de la rue Jean-Talon. On a ce qu'on indique le long du boulevard P9, les deux lignes vertes, c'est les futurs édicules du SRB P9. C'est une autre équipe de la STM qui justement est chargée de réaliser ce projet, mais c'est deux équipes qui se parlent beaucoup. On se parle régulièrement pour la coordination et l'arrimage de la conception et des travaux. En fait, c'est important même de retenir que dans le cas du SRB P9, il va y avoir un lien souterrain piétonnier qui va permettre le raccordement éventuel du SRB à la future station P9. Donc, un lien piétonnier accessible doté d'ascenseurs qui va permettre à la clientèle de pouvoir transiger du SRB vers l'édicule secondaire ou l'édicule principal et la station de métro, et vice-versa. À P9, on trouve également un terminus d'autobus et un espace pour la clientèle pour justement avoir accès aux différents modes de transport. On a aussi ce qu'on voit ici, un petit carré bleu, c'est une sortie de secours. De par la loi, on doit se conformer en intégrant des sorties de secours à certaines distances de parcours, justement, en cas d'urgence. On sera ensuite à la prochaine intersection principale, qui est le boulevard Viau et la rue Jean-Talon. Donc, encore une fois, l'édicule principal, l'édicule secondaire et une sortie de secours. L'accordaire Jean-Talon, édicule principal, édicule secondaire et une sortie de secours dans le parc La Dauversière. L'Angelier, Jean-Talon, édicule principal, édicule secondaire et la sortie de secours. Ensuite, on aboutit à Anjou, alors dans l'axe de la rue Bélanger et du boulevard des Galeries d'Anjou. Considérant que Anjou est une station terminale, elle est dotée d'un édicule principal et de deux édicules secondaires. Donc, vous reconnaissez peut-être le secteur. On va se trouver dans l'aire de stationnement du centre commercial des Galeries d'Anjou. On a également, comme à P9, un terminus d'autobus avec un espace offert à la clientèle pour pouvoir accéder aux différents modes de transport. Et je vous rappelle qu'on a un stationnement incitatif souterrain, mais pour pouvoir y accéder, ça prend un bâtiment de surface. Donc, l'accès au stationnement souterrain se retrouvait dans ce secteur ici. Les structures opérationnelles, comme je vous mentionnais tantôt, ça prend aussi des structures opérationnelles pour assurer le bon fonctionnement du métro, dont des structures auxiliaires. Des structures auxiliaires, comme qu'on voit un peu comme exemple ici dans l'image, c'est des bâtiments de surface qui abritent des postes de ventilation mécanique qui assurent la ventilation du réseau du métro, mais qui permet aussi d'évacuer les eaux d'infiltration, puis peut servir aussi comme sortie de secours en cas d'urgence. Ces structures de ventilation sont dotées de silencieux spécialisés, donc pour atténuer le bruit possible. C'est important aussi de mentionner que ces genres de systèmes de ventilation ne sont pas fonctionnels en continu, c'est lorsque c'est requis au besoin. Et
vous serez peut-être surpris de savoir qu'on a actuellement plusieurs de ces genres de structures-là partout dans la ville. Ils sont tellement bien intégrés, camouflés, qu'on ne les reconnaît même pas parce que, justement, il y a un grand souci, justement, d'intégration au niveau de la finition architecturale et puis de la façon de s'insérer dans le tissu urbain qui fait en sorte qu'on ne les remarque pas nécessairement, ce qui est une bonne chose, à mon avis. Alors, les structures auxiliaires, il y en a une actuellement qui se trouve, qui est existante dans le parc Michel-Ange. Dans le fond, on va juste intervenir pour pouvoir la modifier, notamment pour intégrer une sortie de secours. Ensuite, on en rajoute une sur le coin du boulevard Bélanger et la rue Jean-Talon dans l'aire de stationnement. J'ai dit Bélanger, hein? Provencher, je suis désolée. Une troisième qui va se trouver dans l'accès au stationnement de l'église de la paroisse Saint-Gilbert sur la rue des Angevins. Une autre sur le coin de la rue de la Villanelle et de la rue Jean-Talon. Ensuite, si vous vous souvenez du tracé, on vient changer un peu de direction pour retrouver l'axe Bélanger. Là, c'est vraiment Bélanger. Et on aboutit avec une structure auxiliaire dans le parc boisé Jean-Milot. Pour terminer avec une dernière structure auxiliaire, si je suis capable de changer de page. Bon. À l'est de l'autoroute 25, dans un aire de stationnement sur le boulevard Châteauneuf au coin de l'avenue Boreau. Je pense que je fais quelque chose de pas correct parce que... Bon. En termes de planification de travaux, oui, merci. En termes de planification de travaux, comme je mentionnais tantôt, la STM a l'habitude de réaliser quand même des projets d'envergure. On en a fait plusieurs au cours des dernières années. Donc, des mesures de mitigation lors de nos travaux, on a l'habitude d'en faire. Il y a des mesures qui sont déjà éprouvées, déjà testées. On sait que ça fonctionne. Mais malgré tout, on veut s'adapter à notre milieu, on veut mieux connaître le contexte, on veut mieux connaître le secteur. Alors, il y a plusieurs études qui sont en cours actuellement, des études de circulation durant et après les travaux, des études sur le bruit, le contrôle du bruit, le contrôle des vibrations, le contrôle de la poussière. C'est toutes des études qui sont en cours, qui vont nous permettre de mieux identifier les mesures qu'on va devoir mettre en place. Puis l'objectif, c'est que dès cet automne, on puisse vous les communiquer et pouvoir, encore une fois, vous donner la chance de les commenter au besoin. Lorsque les travaux vont commencer, bien évidemment, toutes ces mesures-là vont être déployées. On va aussi avoir des mécanismes, des canaux de communication qui vont être établis. On aura ce qu'on appelle des agents de liaison qui sont des représentants de la STM qui vont être sur le terrain. Ils vont être identifiés, vous allez pouvoir les reconnaître. Ça va être des gens que vous allez pouvoir aller voir, vous adresser à eux si jamais il y a des questionnements, si vous avez besoin des informations, si vous avez des commentaires que vous voulez transmettre à la STM. Ça va être les bonnes personnes. On a aussi l'habitude de former, avoir d'autres tribunes de communication, dont des comités citoyens, donc des comités qui vont être formés de riverains ou de citoyens du secteur, qui vont pouvoir justement suivre l'évolution du projet puis avoir une approche plus personnalisée avec la STM. On a aussi d'autres types de canaux de communication, que ce soit via des bulletins électroniques, que ce soit via une ligne téléphonique. Notre site Web est mis à jour régulièrement. Puis, comme vous l'avez sûrement reçu via les dépliants qui ont été distribués récemment, vous allez être maintenu dans la boucle là, au courant de tout le long du projet. Donc, toutes ces informations-là vont être diffusées en temps et lieu pour vous maintenir au courant de tout ce qui se passe. La STM mise beaucoup sur la transparence, donc c'est important pour nous de vous communiquer en temps réel ce qui s'en vient puis que vous soyez au courant des différents jalons à venir dans le cadre du projet. Donc, à venir cette année, on parlait justement des séances d'expression des opinions. Il y a les 3 dates, dont la première qui est le 26 février prochain, ici, à l'Hôtel Montréal Métropolitain. Pour celles et ceux qui souhaitent déposer un mémoire ou une opinion écrite et venir la présenter en personne, c'est important de retenir qu'il va falloir la déposer 3 jours avant la date à laquelle vous désirez vous présenter. Sinon, vous pouvez nous déposer quelque chose par écrit, un mémoire ou une opinion écrite, sans nécessairement venir la présenter. Et ça, vous avez jusqu'à la date, le 4 mars, qui est la dernière séance prévue. Si vous avez besoin d'aide pour savoir comment s'y prendre, il y a beaucoup d'informations sur le site Web, dont un questionnaire guidé qui va vous donner des outils pour pouvoir vous aider.
Et c'est important aussi de mentionner que vous n'êtes pas nécessairement, on vous encourage de le faire, mais vous n'êtes pas nécessairement tenu d'écrire un mémoire ou une opinion écrite. Vous pouvez quand même vous présenter à ces séances-là pour vous exprimer, prendre la parole. Il faut juste vous inscrire d'avance, c'est très important. Finalement, je vous réfère au site web de la STM pour toute l'information en cours, à venir. Vous allez pouvoir éventuellement, comme je mentionnais tantôt, vous inscrire à un bulletin électronique aussi pour vous tenir au courant de la suite des choses. Il y a une ligne aussi téléphonique pour rejoindre des gens de la STM. C'est important, si vous voulez parler à un représentant du projet, de le mentionner au téléphone que vous voulez être rappelé. À ce moment-là, il y aura quelqu'un qui va vous rappeler dans un délai raisonnable. Finalement, les prochaines étapes, donc, comme on disait tantôt, dépôt du rapport de la commission cet été. On vous revient avec certains avancements de nos concepts architecturaux aussi au courant de l'été. Il y aura d'autres séances plus spécifiques au niveau des mesures de mitigation à mettre en place durant les travaux cet automne. Et les travaux devraient commencer en 2021. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Puis on va attendre vos questions et vos commentaires après la pause. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Mme Clour et M. Charef. Nous allons maintenant prendre une pause d'une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, vous pourrez vous inscrire à la table d'accueil si vous avez des questions. Je vais prendre les questions dans l'ordre d'inscription. Et vous avez droit à 2 questions par intervention. Si vous avez plus que 2 questions, alors vous pourrez vous réinscrire au registre jusqu'à ce que le registre ferme, ce qui devrait être vers 21 heures. Merci beaucoup de votre attention. Bonne pause. À tout à l'heure. Je pense qu'il allume à distance, il actionne à distance. Est-ce que je peux vous inviter à prendre vos places parce qu'on aimerait poursuivre? Je suis certaine que vous avez très hâte d'entendre les compléments d'information qui nous sont donnés. Alors, merci de prendre place. C'est maintenant le temps d'entendre vos questions. Mais avant, tout départ, j'aimerais signaler qu'à la table d'accueil, on vous a remis ou sont à votre disposition des formulaires d'évaluation. La STM tient à cœur de recevoir les commentaires des citoyens et le feedback que vous allez pouvoir donner quant à la soirée, quant à l'organisation, quant à le contenu. Soyez assurés que ça va être pris en compte et que tous vos commentaires seront lus avec la plus grande attention. Donc, je vous demanderai de compléter, si possible, les formulaires d'évaluation. Avant de commencer à inviter le premier intervenant à poser sa question, j'aimerais vous indiquer que les représentants de la STM et d'autres organisations, comme le ministère des Transports du Québec, l'Autorité régionale du transport métropolitain, la Ville de Montréal et l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, sont présents dans la salle. Tout a été mis en œuvre pour que vos questions puissent être présentées à la personne la plus susceptible d'avoir les réponses complètes à vous donner. Cependant, si une question demeure sans réponse ce soir, la STM s'engage à vous faire suivre la réponse par courriel et à rendre cette réponse publique sur le site Web. Comme je le disais avant la pause, je vais vous appeler au micro à tour de rôle, mais dans l'ordre d'inscription, de façon à ce que vous puissiez poser vos questions. Vous avez droit à 2 questions par intervention. Et si vous avez plus de 2 questions, vous pouvez vous réinscrire au registre, car le registre va demeurer ouvert jusqu'à 21 heures. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de limiter les préambules pour permettre au plus grand nombre de personnes de poser leurs questions. Il faut quand même donner du contexte, mais je vous rappelle que ce n'est pas le moment de présenter une opinion. On est ici en assemblée d'information.
Ce sera avec plaisir et grand intérêt que nous entendrons vos opinions entre le 26 février et le 4 mars. Vos questions doivent être adressées à la présidence, c'est-à-dire à moi, et toutes les réponses fournies par la STM et les organisations qui l'accompagnent doivent également m'être adressées. Il n'y a donc aucun échange direct entre vous, le public, et l'équipe de la STM. Cette façon de faire, vous l'aurez compris, a pour but de favoriser le respect de tous et toutes et d'éviter les débats. Mes collègues commissaires et moi-même sommes principalement en mode écoute, mais nous pouvons intervenir à l'occasion pour obtenir des compléments d'information. En principe, la séance de ce soir devrait se terminer à 22 heures. Si nous n'avons pas le temps de répondre et d'épuiser toutes les questions, d'ici là, nous pourrons décider soit de dépasser légèrement ou encore d'inviter à une prochaine séance les personnes qui n'auraient pas eu le temps de poser leurs questions ce soir, parce qu'on tient à ce que chacun puisse correctement exercer son droit de parole. Alors, j'inviterai donc notre premier participant ou notre premier questionnaire. Il s'agit de Mme Olga Larocca. S'il vous plaît, si vous voulez vous présenter un micro. Bonjour. Hello. Bonsoir, Madame. I will probably speak in bilingual. That's Okay, fine. perfect. Use the language in Thank which you. you are the Thank most you. comfortable. If you don't mind, however, you can break up the sentences, and I will provide a short translation for Okay. the benefit of those who do not speak English. Thank you. My name is Olga Larocca, and I am the founder of a group called Groupe Action Propriétaire de la rue Jean Talon Ouest. We have great concerns about what is happening sur la rue Jean Talon, and this evening I have come here to get information on what is going to come about this metro extension. It's perfect, it's beautiful, I love it. I am a resident since 1976 of St. Leonard, continue to be a resident. I am also a property owner on Rue Jean Talon, right near the Lacordaire extension that the metro will stop at. What I've heard tonight is that you propose to make the, comme mademoiselle avait commenté, que c'est réunir les modes de transport, vélo, autobus, la marche. But nowhere did I hear the words, we will accommodate the Montreal East-North need for real car service. There will be 1,200 spots available at the Anjou interchange. But it's not enough. The urban planners have not looked at this plan properly, because existing today, there is a municipal parking spot that goes with the Radisson Metro. People drive there, there's no parking. What do? They take their car, they're going to go park on the residential streets. What happens? We need vignettes. We have parking restrictions. It's like the urban planners are forcing the tendance, which was a word that was in the media, la tendance de bâtir les villes urbaines. But if you look at a map, you simply have to look at the map. The city of St. Leonard and the adjacent Anjou are not built in that way. What we have is un banlieue urbaine, and the part of the banlieue seems to be lost to all of the committees that we speak to. We are undergoing in St. Leonard the revitalization of the Rue Jean Talon, same story. They've taken away parking. I don't understand. I'm sorry, I don't want to cut you off, but I'm looking for precisely your question, or are you asking Yes. what has been planned to accommodate? Well, I see that nothing's been planned to accommodate any parking at other stations. We want parking at other stations. What are you going to do about that? Thank you very much. Thank you. Je vais essayer, and I understand that you understand French, so please correct me if you are No problem. not comfortable with my translation.
Madame représente un groupe propriétaire dans le secteur Jean Talon. Elle est résidente de Saint-Léonard et elle fait état des difficultés qu'éprouveront les riverains du secteur Montréal-Est et Nord en raison d'un prévisible manque de stationnement. Il y a crainte que des usagers du métro puissent déborder, aller stationner dans les rues avoisinantes. Et elle s'inquiète de la perte de l'ambiance de banlieue urbaine qu'avaient Saint-Léonard et Anjou. Donc, sa question devient qu'est-ce qu'on pense faire pour accommoder et répondre à ces préoccupations? Exactly. Thank you. STM, est-ce que vous pourriez répondre, s'il vous plaît? Thank you very much for your question. If you don't mind, I'm going to answer in French. If you need me to translate anything afterwards, just let me know. I'll try my best to do so. Alors, le prolongement de la ligne bleue, bien évidemment, c'est un projet de transport collectif. Alors, le mandat de la STM, la mission de la STM, c'est d'offrir au plus grand nombre de personnes un accès facile et fluide au transport collectif. Donc, bien évidemment, quand on parle de transport collectif, on parle d'autobus, on parle de métro. Donc, on est très conscient de l'utilisation du véhicule dans le secteur. On est très sensible à ça. Je vais adresser votre question avec différents éléments de réponse. Donc, quand vous parlez du stationnement incitatif, tous les éléments qui sont dans la portée du projet actuellement ont fait l'objet de plusieurs années d'études. Des études qui étudient notamment l'achalandage, l'utilisation des infrastructures une fois bâties. Donc, le nombre de cases de stationnement qui sont évaluées en ce moment à Anjou résulte de ces études-là. Donc, sont évalués en fonction du besoin ou de l'offre de service à offrir. Après ça, pour les aménagements aux abords des autres stations, je reviens sur le fait qu'actuellement, c'est un projet de transport collectif. Donc, il doit viser ou miser sur l'accessibilité au transport collectif au plus grand nombre de personnes. Après ça, quand on parle de vision d'intégration urbaine aux abords des stations, là, si vous me permettez, je vais peut-être laisser mon collègue de la ville de peut-être répondre. Excuse me, I will answer in French and maybe it will be a translation after. Votre question est tout à fait légitime, madame. Effectivement, comment se rendre aux futures stations de métro? Je vous dirais que là, on a l'occasion de repenser la mobilité dans le secteur. L'idée, c'est de favoriser l'utilisation du transport collectif, se rendre aux futures stations de métro de façon prioritaire, puis c'est la volonté de l'administration municipale, de façon prioritaire en transport collectif, c'est-à-dire en autobus notamment. La STM est en train de revoir tout le patron de déplacement, tout son réseau d'autobus de surface pour amener les personnes à ces futures stations. Je vous dirais, c'est l'orientation qui est privilégiée. Les stationnements incitatifs, dont je pense que c'est un petit peu ça la question centrale, il y en a celui dans le cadre du projet, il y a celui à Anjou. Le projet ne prévoit pas d'autres stationnements incitatifs pour les autres stationnements, les autres stations, les autres futures stations pour l'instant. C'est des décisions qui ont été prises à l'époque par l'AMT. Nous, pour la ville, on encourage fortement l'utilisation ou l'accès aux futures stations de métro en transport collectif, en transport actif. C'est l'orientation que l'on soutient. Il y a bien sûr, il faut aussi avoir une vision à long terme. Aujourd'hui, effectivement, vous parlez de banlieues périphériques, mais si on se projette dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, le visage de ce secteur de la ville va changer nécessairement avec l'arrivée du métro. Donc, il faut se projeter dans l'avenir. On va de plus en plus se rendre au métro avec d'autres modes de déplacement plutôt qu'en automobile. Donc, c'est ce qu'on souhaite favoriser nécessairement. C'est un petit peu le sens de ma réponse. Donc, en résumé, c'est une vision à long terme qu'il faut avoir pour accéder aux stations de métro. Aujourd'hui, ça répond à un besoin, mais dans un contexte où tout est à l'automobile, comment est-ce qu'on change tranquillement, en douceur, vers une transition vers les modes de transport plutôt collectifs qu'individuels, dans un secteur qui est déjà, comme vous le savez, peut-être vous le vivez, congestionné déjà en automobile. I would challenge that thought, but that is your sondage, the surveys that have been put forth. But the reality is
that the east end of Montreal, St. Leonard, Anjou, even Rivière-des-Prairies, if you only look at a map, this is what we're asking, look at a map and look at the way that the foundation is built. You say you want to rendre la ville plus unie dans une vision d'urbanisme, un mode de vie plus urbaine. But I did the trajet from my house to get to the Lacordaire future metro. Madame Larocca, you are entitled to two Yes. questions. Yes. As mentioned, I do invite you to come and express your opinion at the evening that will be held specifically for that purpose. Yes. The purpose of tonight's meeting is to ask questions. So do you have a second question? Yes, I do. So Please proceed. in the plan that you're talking about, that you want to make it more accessible, but you cannot change the layout of the streets. So how is my 20-minute in the middle of a residential 6-street spaghetti layout, how are you going to be able to accommodate me to make my trajet to the metro less than 20 minutes? It's 20 minutes. It's a 10-minute walk and a 11-minute bus ride, taking the 32 in the middle of the day. We're not even talking about des heures de pointe où il y a vraiment la congestion. Alors, comment vous pouvez me répondre que oui, c'est la vision? But la vision, I'm not convinced that it's the vision that we need to go forth with in St. Leonard and the northern part of the city. I'm sorry, can I ask you once again to reformulate your question? Yes. So how are you going to be able to make more accessible the access to the metro for someone like me, where it will take me 20 minutes? Alors, la question de madame, c'est de savoir comment ce projet peut répondre ou peut réduire le temps qu'elle va prendre pour se rendre au métro. Présentement, 10 minutes à pied, plus 10 minutes d'autobus dans les meilleures circonstances. Et je reste le coin de Honoré-Mercier et Lacordaire. Je ne reste pas à des Grandes Prairies ou Couture. Je reste vraiment Lavoisier et Lacordaire. Sur la map, c'est pas loin. Mais faites-le et vous allez faire l'expérience que je fais. Je comprends votre préoccupation et vos questionnements qui sont très légitimes. En fait, on parle du métro, mais la STM est aussi dans un processus de faire toute une refonte de son service de surface, de son service bus. Donc, avec l'arrivée du prolongement du métro dans l'Est, bien évidemment, la réflexion au niveau d'une meilleure desserte du réseau bus va considérer l'arrivée des nouvelles stations. Donc, je ne peux pas vous répondre ce soir exactement c'est quoi l'impact ou l'avantage spécifiquement pour votre besoin dans le secteur où vous habitez, mais je peux juste vous dire qu'il y a toute une planification au cours des prochaines années pour améliorer le service. Et quand on parle d'améliorer le service, c'est pas juste le métro, c'est le bus, c'est tous les modes de transport collectif, comme je mentionnais tantôt, sur lesquels on mise. Alors, oui, il y aura de la congestion, c'est normal, on comprend, je connais très bien le secteur aussi, mais l'objectif ultime, c'est d'améliorer le temps de parcours pour tous les citoyens. Donc, ça vous inclut. Puis on espère que ça va aller dans ce sens-là pour vous. Thank you. Merci. Merci. Thank you, Madame Larocca. Merci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous réinscrire. J'inviterai M. Ron Fitzsimmons à venir poser ses questions. Bonsoir. C'est Ron Fitzsimmons. Je suis au coin d'Everett et 24e Avenue. Je suis en train de subir beaucoup de construction devant ma maison. OK. Je voudrais savoir, quand vous allez ouvrir les stations de métro, est-ce que vous allez les ouvrir au complet ou une à la fois? Puis, comment ça va fonctionner, ça? C'est la question que je veux. STM, s'il vous plaît, répondez. C'est une très bonne question. Actuellement, toutes les analyses et la conception et la planification est faite de sorte que toute la mise en service, donc l'exploitation de l'ensemble des nouvelles infrastructures du métro, soit faite en même temps. OK. Deuxième question, ce serait... là, il y a une station de métro Pointe-Pineuf puis Jean Talon. Puis j'ai remarqué qu'il y a un terminus. Si vous allez ouvrir toutes les lignes, pourquoi on a un terminus au coin de Pineuf et Jean Talon?
peut-être la 99 Villeray va aller là ou quoi? Parce que si vous l'avez tout le long, vous avez le 95 qui va aller tout droit, il y a le 93, le 141, le 188. Alors, pourquoi il y a un terminus à P9 et Jean-Talon d'autobus? En fait, l'objectif, comme j'ai expliqué durant la présentation, c'est d'offrir un espace où la clientèle peut accéder à plusieurs modes de transport. Donc, sans nécessairement vous donner les numéros de lignes spécifiques, il y a quand même plusieurs lignes qui vont devoir se rendre à la future station P9 pour pouvoir embarquer ou débarquer de la clientèle, pour pouvoir prendre le métro, prendre l'autobus ou se rendre ailleurs. Donc, l'objectif, c'est justement d'offrir un endroit où la clientèle va pouvoir accéder de façon sécuritaire aux différents modes de transport. Comme la dame juste avant vous a mentionné, le secteur est déjà très congestionné. Donc, de rajouter des lignes, ou pas de rajouter des lignes, mais de rajouter des arrêts d'autobus dans le domaine public sur l'emprise de rue, rajoute à la congestion. Donc, des terminus d'autobus permettent justement un accès plus fluide pour la clientèle et de façon plus sécuritaire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais un terminus, c'est où est-ce que l'autobus arrête, il fait sa pause pour 4 minutes. C'est ça que je demande la question. Pour embarquer et débarquer des gens. Oui, je suis d'accord, mais quelle ligne va aller là? Si vous avez le 139, le Bus Express, quelle ligne va aller à ce terminus-là si vous avez le métro qui s'en va en Joux? Pourquoi tu vas faire un terminus d'autobus là? Il y a des lignes qui sont prévues. Quelle ligne en particulier? Malheureusement, je n'ai pas cette information pour vous ce soir. Monsieur, mais on va prendre en note, on pourra vous revenir. S'il te plaît, vous devez le savoir. Parce que je ne veux pas que ces autobus-là passent sur le 24e et 23. Déjà, on subit la construction, on subit déjà les autobus en masse. Il faut que ça cesse, ça. On comprend le monde ne va pas prendre ça. Je vous le dis, notre quartier, là, on se tient debout. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Fitzsimmons, pour des réponses, des questions claires. J'inviterai maintenant M. Derek Robertson à venir poser ses questions. Bonsoir, Madame la Présidente, les commissaires. Merci beaucoup pour cet événement. C'est très apprécié. C'est un moment rare que les citoyens peuvent exprimer et avoir plus des nouvelles. C'est très. Je trouvais ce projet était très apprécié. Ça va être très. It will be very, very useful when it's done. C'est triste qu'on attende à peu près 30-40 ans, mais it's okay. Better late than never. Moi, j'ai deux questions en ce qui concerne le développement, densifier les abords. On a entendu beaucoup des mots dans la présentation. Densifier les abords des stations futures, plan particulier urbain, maximiser les retombes, développement économique et urbain, habitation. Je ne l'ai pas entendu, TOD, Transport Oriented Development. C'est très important, c'est incontournable, comme vous savez très bien, monsieur. On a discuté plusieurs fois. Mais c'est ça. C'est quoi le plan? Qu'est-ce qui était prévu pour... J'ai entendu densifier les abords des stations futures, mais les stations, physiquement les stations, les édicules principales, les édicules secondaires, est-ce que ça va être aussi densifié à quelle hauteur, comme 6, 10, 12 étages? Moi, c'est ça que je vais entendre, c'est ça que je vais voir. Je vous encourage de faire des changements de zonage pour s'assurer que ça devient, comme vous avez déjà mentionné, un milieu plus urbain. Oui, l'autre côté, le 40, la métropolitaine, c'est Léonard, puis Anjou, oui, c'est vraiment banlieue, mais they're coming to the urban side, it's going to be densified. C'est très important. Donc, ça, c'est ma question. Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'auteur de cette requalification? Les abords des... Très important, les édicules principales et secondaires. Est-ce que ça va être juste des structures ou est-ce que c'est intégré comme au centre-ville, you just go in and out of the door, c'est pas une station de métro, c'est une entrée d'accès au métro. Merci. On va demander à la STM de donner une réponse. Merci. Merci pour votre question. C'est une question très, très intéressante. Je vais répondre, puis si mon collègue Laville veut compléter... il sera là bienvenu. En fait, comme j'ai mentionné à quelques reprises, la mission actuellement de la STM, c'est réaliser le prolongement à la ligne bleue. Donc, l'objectif de la consultation de la commission publique actuellement, éventuellement, c'est de permettre un nouveau règlement de zonage qui va permettre la construction des infrastructures du prolongement à la ligne bleue. Ceci dit, comme j'ai également mentionné durant ma présentation, on travaille de pair et de très près avec tous nos partenaires qui incluent la Ville de Montréal et les arrondissements concernés par le prolongement.
Ce qui veut dire, c'est qu'on s'inscrit dans la vision de la Ville de Montréal en termes de densification. Le terme TOD n'a peut-être pas été utilisé lors de la présentation, mais je vous garantis qu'elle est utilisée très souvent dans le cadre du projet. La conception des nouvelles stations est faite de sorte qu'elle va permettre éventuellement des constructions futures, que ce soit par-dessus ou aux abords des stations. Ceci dit, je reviens sur le fait qu'actuellement, le mandat de la STM, c'est de réaliser le prolongement de la ligne bleue. Éventuellement, des phases de développement futures pourront se rajouter, et toujours en s'inscrivant dans la vision de la Ville. Puis, cette conception-là, ou ce qui est prévu dans le cadre du projet, comme je vous disais, c'est de pouvoir permettre un développement futur, s'inscrit dans la vision du nombre d'étages qui va être permis par un nouveau zonage qui va être établi par la Ville de Montréal. Je ne sais pas si tu veux compléter. Je vais juste compléter. Merci beaucoup, monsieur. Encore une fois, c'est une question tout à fait pertinente. Au-delà du TOD, Transit Oriented Development, ce qui est important, c'est les principes qui sont derrière ça. Puis vous venez de dénoncer un principe fondamental qui est finalement la construction au-dessus des futures stations de métro, si j'ai bien compris. Comme le mentionne ma collègue de la STM, il y a un travail qui a été fait avec la collaboration Ville-STM pour nous assurer que les futures stations de métro, de par leur conception architecturale, puissent avoir la capacité portante pour supporter des étages. On parle de 10, 12, à certains endroits, on parle de 20 étages. Donc, c'est des discussions, puis une collaboration qui se fait au quotidien avec la STM pour justement arriver à avoir du développement immobilier par-dessus les futures stations de métro. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi l'aménagement aux abords aussi qui est regardé. Mais non, c'est un travail en continu, puis on a jusqu'à encore 1 année ou 2 ans à peaufiner ces aspects. Donc, je vous rassure, c'est des questions qu'on regarde. Puis, il y a une ouverture de la part de la STM dans le cadre de ce projet à avoir des hauteurs. Par ailleurs, la Ville, de par sa réglementation, va revoir certaines hauteurs dans le secteur. De façon très, très concrète, dans le cadre d'un PPU qui va être adopté cette année par l'arrondissement Saint-Léonard, donc qui va de l'Angelier de Viau jusqu'à l'Angelier. La réglementation va être revisitée, revue pour permettre, pour autoriser des hauteurs au-dessus des édicules de métro. Donc, ça, c'est un cas concret. On fait le même exercice pour les autres stations de métro, Anjou, puis Pinneuf aussi. OK, merci. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que le projet va réaliser et après, la concession va continuer en aborder. C'est mieux si on peut faire comme le monsieur avait mentionné, si c'est possible de faire ça en avance, encourager le secteur privé d'intégrer dans le projet. Ma deuxième question très courte était en ce qui concerne j'ai noté qu'il y a plusieurs structures secondaires situées dans les parcs, dans les espaces verts. Est-ce qu'il y a une façon de revisiter ça? C'est comme les espaces verts à Montréal sont très précieux. Nous sommes le grand métropole avec le moins des espaces verts dans l'Amérique du Nord. Donc, nos espaces verts sont très précieux. Est-ce que c'est possible de revisiter cette... C'est comme, oh, it's easy, we'll just take out part of a park. Je n'ai pas dit comme de sens négatif, mais c'est comme c'est toujours, j'ai suivi beaucoup des dossiers à la Ville de Montréal, c'est toujours souvent des parcs, des espaces verts, c'est moins important. They're very, very important for everyone. Merci de votre question, M. Robertson. Encore une fois, je demandais à la STM de nous fournir une réponse. It wasn't an easy decision. En fait, la raison pourquoi on localise ces structures auxiliaires, puis en passant ces 2 parcs, dont un, la structure est déjà existante. Le parc Michel-Ange, la structure auxiliaire est déjà là, c'est juste une modification à la structure. Effectivement, il y a une autre structure auxiliaire qui se trouve dans le parc Boisé-Jean-Milot. Malheureusement, on est beaucoup limité par les distances de parcours entre 2 stations qui viennent définir la localisation de cette structure auxiliaire qui, encore une fois, est nécessaire pour le bon fonctionnement et la ventilation du métro. Ceci dit, je reviens là-dessus, on est très sensible sur l'intégration urbaine et la conception architecturale de nos différents bâtiments de surface. On est déjà en contact très actif avec le comité qui se charge de l'entretien et de l'organisation de ce parc-là, justement pour voir comment mieux intégrer la structure dans son environnement et même leur fournir des éléments qui peuvent leur aider même dans l'entretien du parc en tant que tel. Donc, c'est l'approche qu'on adopte. Malheureusement, des fois, il y a des décisions difficiles à prendre, mais on veut les faire
en impliquant justement la communauté puis les gens qui sont concernés par ces éléments-là pour voir comment on peut travailler avec eux pour faciliter leur intégration. Donc, ça en était un exemple, justement. Merci beaucoup. Merci. Oui, Un complément. collègue a une question. Oui, un complément d'information. Est-ce que ce serait faisable de construire ces infrastructures dans la rue même, avec une structure pour supporter quand même de supporter la circulation et de ne pas mettre dans le parc, mais à côté, dans la chaussée de la rue? En fait, si je veux bien m'assurer de bien comprendre l'intervention, en fait, ces structures-là sont quand même hors terre. Donc, c'est des bâtiments. Ça veut dire que si on doit sortir dans le domaine public à quelque part, l'emprise de rue va être affectée par l'arrivée de cette structure-là. Ça ne peut pas être souterrain. Ça ne peut pas être souterrain. Il faut que ça sorte dehors, justement, pour assurer l'apport d'air frais puis la ventilation. Merci. Merci, M. Robertson. J'invite maintenant Mme Louise Jeté à se présenter au micro. Moi, c'est pas nécessairement. C'est surtout pour le trajet de la structure. Madame Jeté, je pense qu'on va ajuster la hauteur du micro, tel que je vous l'ai mentionné. Les sessions ici sont enregistrées. C'est pour la structure au niveau de la fin du métro à Anjou, qui se trouve. Est-ce que la station va être sur les galeries d'Anjou, entre Bélanger et Saint-Zotique? STM, est-ce que vous pouvez nous donner une réponse? En fait, la station va se trouver dans l'aire de stationnement du centre commercial, dans l'axe de la rue Bélanger. Alors, à ce moment-là, les stationnements vont être tous pris là, par la rue Bélanger. On entre dans le stationnement. Fait que ça veut dire que vous allez prendre une grande partie du stationnement. Il y a une partie du stationnement qui va être touchée, effectivement, par l'arrivée des nouveaux bâtiments. Par contre, il y aura des mesures qui vont être mises en place, qui sont en discussion avec le propriétaire du centre commercial pour voir comment rajouter du stationnement pour le centre commercial. Je sais pas, ça va quand même avoir aussi une incidence dans notre circulation aussi autour, là, tous les condos et tout ça. La circulation va augmenter parce que quand on s'est plaint aussi qu'on ne voudrait pas avoir les autos venir stationner dans les rues avoisinantes pour prendre le métro, mais c'est ce qui va arriver aussi dans notre secteur. Ou bien non, vous allez prendre un grand emplacement dans les galeries d'Anjou. En fait, je comprends mieux votre question. Il faut se rappeler que dans le cadre de la station Anjou, il y a un stationnement incitatif souterrain qui va accommoder quand même plusieurs cases de stationnement. Okay. Donc, justement, pour les utilisateurs du métro, ils vont pouvoir se garer dans ce stationnement incitatif. Donc, ils n'utiliseront pas le stationnement du centre commercial. Ah, OK. Merci. Merci beaucoup, Mme Jeté. J'inviterai maintenant Mme Félicia Meyer à se présenter au micro. Oui, bonsoir. En fait, ma question a déjà été posée, mais je vais un peu poursuivre. C'était par rapport à la mise en œuvre, la mise en service de 2026. Donc, ce que je comprends, c'est que ça va se faire tout d'un coup en 2026 et non au fur et à mesure. Je suis ni ingénieure ni architecte, mais j'habite tout près de Jean Talon, P9. Donc, c'est sûr que je suis curieuse de... Pouvez-vous nous dire un petit peu peut-être les obstacles ou les raisons qui ont fait qu'un scénario là, d'ouverture de stations une à une, que finalement, ça ne sera pas possible ou ça a été écarté? En fait, il y a plusieurs éléments de réponse à votre question qui est très bonne, mais dans les faits, de phaser ce genre de travaux-là rajoute à l'échéancier, notamment parce que si vous imaginez actuellement la station terminale Saint-Michel, le tunnel accessible au public s'arrête au quai de la station, mais le tunnel, après ça, se poursuit en ce qu'on appelle une arrière-gare, qui est nécessaire pour que les trains de métro puissent revirer de bord puis revenir dans l'autre direction. Advenant un phasage éventuel, ça voudrait dire qu'il va falloir qu'on construise le tunnel assez long pour permettre un revirement du train pour venir en arrière.
avant qu'on complète les autres éléments. Donc, vous comprendrez que dans ce genre de séquencement, on rajoute plusieurs mois, voire plusieurs années dans la réalisation du projet. L'objectif pour restreindre ou limiter les impacts, justement, qu'un chantier d'envergure de ce genre peut avoir sur le secteur, c'est justement de tenter de faire autant de travaux en parallèle pour qu'on raccourcisse l'échéancier. Puis, en termes d'exploitation d'une ligne, ben, c'est optimal. Donc, tout se déploie en même temps. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Oui, ça répond. Et puis, lorsque la ligne orange a été prolongée à Laval, je ne me souviens pas, qu'est-ce qui s'était produit à ce moment-là? Est-ce que ça avait été d'un coup ou au fur et à mesure? Je pense que c'était tout d'un coup, effectivement, à Laval aussi. Ouais. D'accord, c'est tout. Sinon, si je me peux, un commentaire qui n'est pas tout à fait par rapport à ça, mais je remarque qu'il y a des bouteilles d'eau, des verres en styrofoam, puis je trouve ça vraiment plate vu le contexte de développement durable. Donc, je recommanderais pour les futurs, quitte à ne rien offrir, ça serait mieux. Merci. Merci. Merci, Mme Meyer, de vos commentaires et suggestions. J'inviterai maintenant M. Éric Tremblay à venir poser sa ou ses questions. Bonsoir. Bonsoir. Je demeure à Saint-Léonard, un futur utilisateur de la station Pie-IX bientôt. Ma première question, c'est une grande partie de la clientèle qui sera desservie se rabat présentement sur la ligne verte. Bon, là, ce que j'ai peur, c'est que cette clientèle-là, maintenant, va embourber la ligne orange. Est-ce que vous avez pensé à une mécanique pour tenter de dissuader ces gens-là de prendre la ligne orange, par exemple, faire des annonces dans le métro, je ne sais pas. La deuxième question, c'est la Caisse de dépôt, actuellement, utilise un mode de financement assez génial qu'on appelle la captation foncière. Bon, c'est sûr que les commerçants ne seront pas trop heureux, ceux qui sont sur la rue Jean Talon, là, mais je trouve que c'est un mode de financement qui est assez équitable. Est-ce que vous envisagez d'utiliser ce mode de financement-là? Merci, M. Tremblay. Est-ce que la STM veut répondre? OK. Pour la première question concernant le désengorgement possible de la ligne orange, en fait, il y a tout un plan actuellement qui est en déploiement pour pouvoir tenter de désengorger la ligne orange, justement. On parle de l'arrivée, comme on a mentionné tantôt, du SRB Pie-IX qui va être un élément clé, un axe nord-sud essentiel pour désengorger, justement, cette ligne-là. L'arrivée du prolongement de la ligne bleue va aider aussi. On parle de la caisse de dépôt. Le REM va éventuellement se raccorder à la station Édouard-Montpetit sur la ligne bleue qui va aussi aider dans ce sens. Puis, pour ceux qui suivent un peu les médias, on parle des 300 bus depuis quelque temps. Ces 300 autobus-là, bien évidemment, vont servir aussi à augmenter l'offre de service pour tenter de désengorger la ligne orange. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre première question, mais c'est un peu le plan qui est déployé actuellement pour pouvoir aider à cet effet. Par rapport à votre deuxième question concernant la captation foncière, je peux juste vous dire qu'actuellement, il y a plusieurs études et mécanismes qui sont à l'étude, notamment par l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, en partenariat avec les différents partenaires du projet, dont la STM et la Ville de Montréal. Une fois quelque chose, il n'y a pas de décision concrète de prise en ce moment, mais lorsqu'il y aura quelque chose de plus concret, bien évidemment, en temps et lieu, ces éléments-là vont être communiqués au public. Merci. Ça va, oui. Notre prochain interlocuteur est M. Jacques Landry. Bonjour, Mme la Présidente. Peut-être un complément d'information sur ce que vous disiez de la construction. Quand on a fait la ligne verte à l'est, le prolongement vers Honoré-Beaugrand, on a ouvert Honoré-Beaugrand d'abord et les autres stations par la suite, ce qui fait qu'on n'a pas eu le problème que vous soulignez. Le phasage peut se faire en ce sens-là. Ma question n'était pas là. Souvent, on parlait de la vision à long terme. La STM est parfois très visionnaire. Comme vous le disiez, la station Édouard-Montpetit a été placée, pas par hasard, juste au-dessus de la ligne de train. Et donc, il y a moyen de penser d'avance. J'imagine que vous avez tous pris le métro et fait des correspondances. À Berry-UQAM ou à Lionel-Groulx, elles sont beaucoup plus faciles et rapides à Lionel-Groulx parce qu'effectivement, les deux stations se croisent. À ce moment-là, à des niveaux différents. Vous avez peut-être entendu parler de projets de la ligne rose, dont l'interconnexion se ferait justement à la station Pie-IX. Ma question est, est-ce qu'il y a des études d'impact, de coût-bénéfice, disant si je veux refaire, si, mettons, la ligne rose arrive dans 15 ans, est-ce que je ne pense pas que ce soit envisageable de dire, ah, ben là, on va mettre ça à deux niveaux pour que ça corresponde. Il y a peut-être moyen tout de suite d'avoir un design qui dise, ah bien,
Quand ça arrivera, on sera prêt à l'accepter. Comme j'imagine, ce qu'on n'a pas fait, par exemple, pour les ascenseurs, les nouvelles stations l'anticipent. Mais, alors, ma question, c'était ça. Est-ce qu'il y a des plans? Est-ce que ça a été l'idée d'une éventuelle connexion avec une autre ligne a été envisagée et il y a des études de ce côté-là? Merci, M. Landry. STM. Oui, alors, pour reprendre vos termes, effectivement, la STM et ses partenaires sont visionnaires. C'est sûr que le projet de la ligne rose est encore à un stade très embryonnaire, donc de là à dire qu'il y a des analyses en termes de profondeur ou de raccordement, pas à ce niveau-là. Par contre, les discussions ont déjà eu lieu pour voir à ce que, éventuellement, dans plusieurs années, c'est un projet ultérieur qui viendrait justement se raccorder pour créer de la future station P9, une station de correspondance, qui a une possibilité de branchement. Donc, la façon de concevoir et de construire la future station P9, va permettre éventuellement un projet futur pour se raccorder. Merci. Excusez, M. Wolf aurait une question? Oui, Mme Gourde, je pense que monsieur parlait de l'idée comme à ligne rouge que la ligne rouge, la ligne orange, la ligne verte sont au même niveau. Et est-ce que ce serait possible de construire la ligne bleue, la station bleue P9 sur 2 niveaux pour permettre éventuellement la ligne rose être sur les 2 niveaux aussi? Je reviens sur le fait que, considérant que la ligne rose est encore à un stade très embryonnaire, c'est difficile aujourd'hui d'anticiper la profondeur. Il y a plusieurs études et relevés techniques qui doivent être faits à cet effet pour déterminer la profondeur. Donc, l'enjeu qu'on aurait, puis l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de concevoir en fonction d'une future ligne qu'on ne connaît pas nécessairement ses contraintes, qu'on ne connaît pas nécessairement sa configuration. Donc, on risque de même se limiter plus que de s'aider dans le futur. Donc, comme je disais tantôt, on construit en réfléchissant éventuellement à quelque chose qui pourrait arriver, mais de là à dire qu'on viendrait ajuster notre conception en fonction de quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui, je pense que ça peut jouer à l'inverse pour nous. Ça peut nous limiter plus que d'autres choses. Je ne sais pas si ça répond à la question. Okay. Merci. Est-ce que vous avez pas de deuxième question, M. Landry? Non, c'est beau. J'appelle maintenant Mme Adèle Bourra, s'il vous plaît. Ou monsieur, pardon. Bonsoir. Excusez. Bonsoir. Bonsoir. Moi, en tant que commerçant sur l'intersection P9 et Jean Talon, j'aimerais bien savoir si je dois m'inquiéter sur mon commerce en faisant des travaux sur le chemin. Y aura-t-il des coupures de transport ou des coupures de chemin sur la ligne Jean Talon, sur la rue Jean Talon et P9? Merci, M. Bourra. Oui. C'est une très bonne question. En fait, pour l'instant, on est encore à analyser justement, en termes d'études de circulation, quel type d'entrave puis combien de temps qu'on va créer dans le domaine public, dont dans les rues, notamment sur la rue Jean Talon, par exemple. Donc, spécifiquement, actuellement, je ne peux pas répondre à votre question. Par contre, une fois ces analyses faites, les entraves vont être communiquées. Les mesures qu'on met en place par la STM, qu'on a l'habitude de faire, c'est, en fait, quand on crée des entraves, on assure toujours un accès aux bâtiments riverains. Donc, ça inclut les commerçants. Ça veut dire qu'on ne viendra pas condamner l'accès pour se rendre chez vous. On va trouver des moyens, quitte à même vous rencontrer pour trouver des solutions temporaires pour vous aider là-dedans. On a même différentes méthodes qu'on a utilisées dans le passé, qu'on est prêt à utiliser, bien évidemment, aussi en termes d'affichage, à rajouter en fonction de notre signalétique pour indiquer l'entrée temporaire au commerce avoisinant. Donc, c'est tous des éléments, des méthodes qu'on utilise justement pour aider puis pour promouvoir l'accessibilité à ces différents bâtiments avoisinants. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre à la question ou vous rassurer. Ce qui est important de retenir, c'est qu'actuellement, spécifiquement, concrètement, on ne peut pas répondre sur la durée ou l'entrave en tant que telle. Mais une fois qu'on aura une meilleure vision là-dessus, c'est des éléments qu'on va pouvoir vous communiquer puis voir avec vous s'il y a un impact, comment le contourner puis comment nous assurer de maintenir un accès pour vous. Parce que l'objectif, c'est de le garder durant les travaux. Okay, très bien. Donc, on aura des réponses du genre en ligne ou des réponses directes? On va les trouver sur le site de l'STM? En fait, si vous voulez, si vous êtes là jusqu'à la fin de la soirée, on pourra prendre vos coordonnées, vous m'indiquez exactement où vous vous situez où, puis on vous contactera en temps et lieu personnellement. Parfait, je serai là. Merci. Merci, M. Bourra. Alors, c'est maintenant le tour de Mme Diane Sénécal.
on m'a dit que j'avais la permission de pouvoir exprimer ma joie, mon bonheur, enfin que ça se fait. La prolongation va avoir lieu. Moi, je voyage sur la ligne bleue à chaque jour, la ligne orange, la ligne verte aussi. Et évidemment, je suis très... Et je prends des autobus aussi. Alors, je sais ce que c'est que de voyager, et ça fait si longtemps, oui, ça fait 30 ans, on en a parlé, c'est très vrai, mais enfin, ça se fait. Je suis très, très heureuse, et pour tous les gens comme moi, pour tous leurs besoins, comme gens qui travaillent, des gens qui ont... Est-ce que je peux continuer? Parce que moi, j'ai juste une question. S'il vous plaît, madame. Mais on demande, je suis certaine que la STM et la Ville sont heureux d'entendre vos propos, mais on essaie de limiter les interventions. Si vous pouvez nous donner votre question ou vos questions, ce serait apprécié. Alors, ça va être une question. Ma question est, comment fait-on ou comment peut-on s'assurer que les argents acquis par pour la STM, pour le prolongement de la ligne bleue, acquis par le gouvernement provincial, fédéral et municipal, qui soient gardés et que ce ne soit pas une question de changement à cause des élections. OK, je crois que la STM a compris la question. Oui. Voulez-vous lui donner une réponse? C'est une très bonne question. En fait, contrairement à peut-être des événements passés, je vais le dire comme ça, aujourd'hui, le projet est déjà doté d'un budget quand même assez important, financé effectivement par le gouvernement provincial et fédéral. Donc, advenant un changement de gouvernement, on est trop avancé aujourd'hui, autant au niveau financier qu'au niveau réalisation même du projet pour rebrousser chemin. Donc, je pense que je peux parler au nom de tous les partenaires ce soir pour vous dire qu'effectivement, cette fois-ci, on avance puis c'est la bonne. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sénécal. J'inviterai Madame Joanne Garneau à venir poser ses questions. Est-ce que Madame Garneau est encore avec nous? Ah, oui, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est Joanne Garneau. J'habite sur la 24e avenue et Everett. Moi, je me demande, parce que c'est difficile actuellement de circuler, boulevard Pineuf, et à cause des constructions pour le SRB. Nous, les organismes du milieu nous ont déjà conseillé d'éviter de circuler sur Pineuf. Moi, je me demande comment ça va être de circuler pendant les travaux, surtout quand la rue Pineuf-Chanteron va être fermée. Merci, Mme Garneau. Effectivement, avec le début des travaux du prolongement de la ligne bleue, c'est sûr qu'il va y avoir des impacts de circulation et des entraves, malheureusement, qui vont être nécessaires à certains moments pour pouvoir réaliser certains travaux. Ceci dit, ce soir, on ne peut malheureusement pas préciser ces entraves-là. Comme on a présenté un peu plus tôt, il y aura des séances d'information à cet ETF plus tard cette année. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y a toujours des mesures qui sont mises en place pour des chemins de contournement, de détour, autant au niveau du service bus que pour toute circulation automobile ou autres moyens de transport dans le secteur durant les travaux. On travaille de pair avec la Ville de Montréal, avec les arrondissements concernés par le prolongement, avec le ministère des Transports pour trouver justement des moyens arrimés en termes de circulation dans le secteur. On ne se le cachera pas, ça va faire mal, malheureusement, dans le sens où il y aura des impacts. Par contre, on essaie de les minimiser en trouvant différents moyens de façon concertée là, avec tous les partenaires qui sont impliqués, puis tous les chantiers dans le secteur pour nous assurer des déplacements sécuritaires pour tout le monde pendant les années de construction. Comme je vous dis, d'autres informations plus précises vont être communiquées plus tard cette année, mais d'ici là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille fort pour tenter de minimiser ces impacts. Okay, ça va être sur les communiqués de la STM? Ce sera des communiqués de la STM. Ce sera fort probablement aussi d'autres soirées d'information qui vont être planifiées plus tard cette année, probablement à l'automne 2020. Okay. J'ai une autre question.
Oui, Madame Garneau. Dans le prolongement, là, bon, vous avez parlé d'un terminus, Pinneuf-Jean-Talon. Est-ce qu'on va pouvoir circuler par l'intérieur? Puis moi, je ne sais pas là, comment je vais faire pour identifier quel autobus passe ou arrive, parce que il n'y a pas si les autobus avaient une synthèse vocale qui nous dit, bon, ben, quand ils arrivent, ils nomment le numéro. C'est que ça se fait ailleurs, dans d'autres provinces. Là. Parce que quand il y a plusieurs autobus, c'est très difficile de savoir lequel arrive. Là. En fait, pour répondre à la première partie de votre question, oui, il va y avoir des parcours intérieurs. D'ailleurs, je mentionnais également un tunnel piétonnier souterrain qui va raccorder la future station aux éticules du SRB P9 aussi. Donc, pour répondre à la première partie de votre question, la réponse est oui. Pour la deuxième partie, on parle de nouveaux équipements, de nouvelles structures entièrement, universellement accessibles. Donc, quand on parle d'universellement accessible, ce n'est pas nécessairement juste l'intégration d'ascenseurs, parce qu'effectivement, toutes ces nouvelles infrastructures vont être dotées d'ascenseurs, mais aussi de tous les éléments qui vont permettre d'améliorer la fluidité, la circulation de façon sécuritaire à toute la clientèle qui va utiliser le transport collectif. Donc, ça c'est par exemple au niveau de tout ce qui est signalétique, avis sonore, communication de différents moyens pour permettre l'information communiquée à tout le monde de façon sécuritaire et précise. Ouais, vous n'êtes pas capable de me dire si l'autobus va s'annoncer verbalement. Ça, malheureusement, je n'ai pas l'information pour vous ce soir, mais je la prends en note, puis on va vous revenir à cet effet. Puis est-ce qu'on va pouvoir circuler dans le centre d'achat? Vous voulez dire le centre d'achat, le boulevard? Oui. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de raccordement prévu entre la future station et le centre d'achat en tant que tel. Pour des besoins de raccordement, c'est souvent les propriétaires adjacents qui les adressent en cours de route. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de demande à cet effet. OK. Juste parce que ça va être difficile de circuler là, du terminus quand on va descendre sur Jean-Talon. Il y aura beaucoup de circulation. Mais quand on parle d'intégration urbaine de ces nouvelles infrastructures, c'est notamment pour assurer une circulation plus fluide entre le métro et les bâtiments avoisinants. Donc, ça en fait partie dans l'analyse qu'on fait actuellement. Okay. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme Garneau. Mon co-commissaire, M. Turkmeni, avait une question. Oui, une question concernant l'aménagement temporaire des passages piétons pendant les travaux. L'enjeu qui est soulevé par rapport à l'accessibilité universelle des personnes qui peuvent présenter des enjeux, j'imagine que ça va faire partie intégrante de votre réflexion aussi. Durant les travaux? Oui. C'est certain, que ce soit durant les travaux qu'après les travaux, l'aspect sécurité s'applique à l'ensemble de la clientèle, et non seulement de la clientèle de la STM, mais des citoyens en général. Donc, ça fait partie de toutes nos réflexions. Les décisions qu'on prend, c'est justement pour nous assurer que toute circulation se fasse de façon sécuritaire aux abords des chantiers, éventuellement à l'intérieur de nos stations, aux abords des stations aussi. Que ce soit une personne qui soit en fauteuil roulant ou qui ait des difficultés visuelles, ça Absolument. sera considéré. Merci. Maintenant, petite pause pour vous dire que s'il y en a qui ont des questions, qui voudraient ajouter leur nom à la liste des inscrits pour poser des questions, je vous invite à faire ça maintenant et nous pourrons accommoder vos demandes. J'invite Mme Francine Beauchamp à venir poser ses questions. Bonsoir. Ma question a été répondue. J'étais bien découragée de votre réponse. Parce que je suis bien inquiète. Moi, je reste à la station Lacordaire, tout près de là. J'ai un condo à 300 pieds de la station. Puis, quand je suis sur mon balcon, j'ai une vue 360 du Petro-Canada, qui est votre futur point pour le métro de Lacordaire. Vous parliez tantôt que ça se pouvait que vous bâtissiez en hauteur. Si vous bâtissez en hauteur, moi, j'ai plus de vue. Je me disais, ben si jamais au centre-ville, je suis bien d'accord, mais mettons comme un endroit comme Saint-Léonard, si vous bâtissez ça, mettons, 8 étages en haut du métro, ben je ne sais pas si ça serait vraiment... ça pourrait amener quelque chose de bien, là. Parce que si on regarde Jean Talon, la station Jean Talon, qui, je ne sais pas si c'est tout loué, ça, mais ça n'a pas l'air à marcher beaucoup. Fait que je me disais que c'est ça, que si jamais, vous pensez peut-être pas aux personnes qui sont dans les condos alentours, mais ça, c'est pas évident pour nous autres. J'aimerais vous inviter peut-être à formuler précisément une
question. Est-ce que vous voulez savoir s'il y a des Ça projets? a été répondu. Ah. La station Lacordaire, si vous ne pouvez pas nous dire si ça va être bâti en hauteur? Comme j'ai mentionné la première fois, pour l'instant, nous autres, le mandat à la STM, c'est de construire le métro, les infrastructures nécessaires pour le prolongement de la ligne bleue. Donc, dans les faits, nous autres, on ne construit rien en hauteur. Après ça, la Ville de Montréal, en fonction de sa vision future du développement aux abords des stations, je laisserai peut-être Karim répondre. Merci pour votre question. Advenant qu'il y ait une construction en hauteur qui viendrait effectivement à cet endroit, la station Lacordaire, c'est sûr qu'il y a des règles d'urbanisme qui vont devoir être appliquées. Comment est-ce qu'on, je m'excuse l'anglicisme, on design l'édifice pour qu'il y ait le moins d'impact. Il y a tous les critères d'ensoleillement, parce qu'il y a une question d'ambre portée sur justement les résidents. Ça va être pris en considération? Ça, c'est le genre de choses qui vont être regardées lorsqu'un projet immobilier sera présenté en arrondissement. Donc, il y aura toute cette analyse avec les critères d'insertion architecturale. Puis les riverains se prononceront sur ce projet immobilier à l'occasion de consultations publiques. Donc, vous serez, advenant un projet immobilier, vous serez invité par l'arrondissement probablement à venir donner votre point de vue à cet égard. OK, merci beaucoup. Pas de problème. Merci beaucoup, madame. Monsieur Ron Fitzsimmons avait une deuxième série de questions. OK. Quand vous allez faire le SRB, les autobus vont passer par quelle rue vers le nord et le sud? Et quand vous allez faire le gros trou, genre au coin de P9 puis Jean-Talon, ça va durer 2-3 ans, ce trou-là? Et le 141 qui s'en va vers l'est et ouest, où vont passer tous ces autobus-là? 188, le 41... Où est-ce qu'il va passer, ces autobus-là, avec un gros trou? Est-ce que vous allez faire un tunnel en dessous? Ou... I don't know. Merci, M. Fitzsimmons. Je crois que la question est claire. Les autobus volants, non. En fait, la portion du tunnel piétonnier, comme j'ai mentionné, je crois, plus tôt dans la présentation, est réalisée par le projet du SRB P9 pour les besoins, effectivement, du prolongement de la ligne bleue. L'objectif étant de minimiser la durée des impacts dans le boulevard P9 pour les travaux. Parce que vous comprendrez que si on les faisait back-à-back, on prolongerait la durée, puis on viendrait intervenir 2 fois dans un même secteur, ce qui n'est pas souhaitable. Ceci dit, au même titre que le prolongement actuellement fait des études de circulation, notamment pour revoir le réseau bus durant les travaux et tout autre besoin de circulation dans le secteur, l'équipe du SRB P9 a également fait ces genres d'études-là pour prévoir justement les détours nécessaires pour la desserte bus. Donc, pour vous répondre, malheureusement, moi, je n'ai pas l'information par rapport à ces études-là. C'est une question qui va être adressée à nos collègues du SRB P9. On la prend en note. On va pouvoir vous revenir avec cette information. OK. Une autre chose, mon voisin, il y a un dépanneur au coin de P9 puis Jean-Talon. Il ne pouvait pas être ici ce soir parce que 24 heures par jour, presque, à son emploi. Il se demande qu'est-ce qui va arriver avec son dépanneur lorsqu'il y aura un gros trou à Jean-Talon et P9. Bien, en fait, je pourrais reprendre un peu les éléments de réponse que j'ai fournis au monsieur tantôt, qui est aussi commerçant dans le secteur. Nous autres, c'est sûr qu'on est en analyse actuellement, justement, des entraves qu'on doit créer pour la réalisation du projet. On ne fait pas par exprès pour étirer ces durées-là, on tente de les minimiser autant que possible. Ceci dit, malheureusement, parfois, ça prend des trous pour réaliser ce genre de travaux-là, donc des entraves. Donc, on va se mettre en contact avec les commerçants dans le secteur qui pourraient être touchés pour justement trouver les moyens les plus accommodants pour eux autres pour maintenir un accès à leur commerce durant les travaux. Il va y avoir une lettre comme qu'est-ce que nous avez reçu, parce que pour l'instant, il n'y a eu aucune information. Non, parce que comme je vous dis, pour l'instant, les études sont en cours. On n'a pas nécessairement les éléments de réponse. J'inviterais votre connaissance ou votre ami qui est commerçant, si jamais il y a des préoccupations, d'écrire à la STM ou à même appeler via le numéro de téléphone, de demander de parler à un représentant du projet, puis on va vous le rappeler. Parfait. Merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Fitzsimmons. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, ce serait le moment d'aller vous inscrire. J'invite maintenant M. Jean Rémillard à venir poser ses questions. Bonsoir tout le monde. Jean Rémillard. Bonsoir.
Je suis membre de Transport 2000 Québec depuis 25 ans, entre autres choses. Moi, je me suis posé une question au vu de ce que j'ai lu il y a 2 ans. Ça va coûter combien? Merci. Est-ce que le STM est en mesure de répondre? En fait, pour l'instant, on ne peut pas nécessairement communiquer de budget. Des estimations sont en cours, notamment si vous avez remarqué dans la présentation, je ne l'ai pas mentionné, Non, vous l'avez sûrement vu. Un des gros livrables de cette année, c'est notamment de déposer ce qu'on appelle un dossier d'affaires. Un dossier d'affaires, c'est comme un plan directeur global du projet qui, notamment, vient préciser les coûts, entre d'autres choses, du projet. Ce dossier d'affaires-là va être déposé au cours des prochains mois au gouvernement, donc pour une approbation finale du projet, puis un financement global du projet. Donc, d'ici là, les analyses sont en cours pour préciser les sommes requises pour réaliser le projet. C'est parce qu'il était question, il y a 2 ans, de 4 milliards de dollars. C'était énorme. C'est entre 600 et 700 millions du kilomètre. Alors que normalement, le métro de Montréal, c'est entre 150 et 250 millions du kilomètre. C'est un coût exorbitant, n'est-ce pas? On pourrait faire beaucoup d'autres choses avec cet argent-là. Bon, donc, sous question, avez-vous déjà envisagé une autre technologie que le prolongement du métro, étant donné que ça coûte tellement cher? Vous savez qu'en Allemagne, il existe des monorails suspendus. Il y en a un qui existe depuis plus de 100 ans. C'est très sécuritaire. Il y en a d'autres qui existent depuis les années 70-80. Et puis, ça coûte à peu près 20 millions du kilomètre. Il y en a au Japon. Il y en a des nouveaux là, qui sortent en Chine. Bon, pourquoi est-ce que nous, on n'envisage jamais cette nouvelle technologie qui est beaucoup plus souple, qui crée beaucoup moins d'entraves à la circulation? Pendant la construction, c'est beaucoup plus facile, on n'a pas à creuser, etc. Bon, pourtant, on a un climat qui serait tout à fait, je ne vais pas dire adapté, ou les monorails seraient tout à fait adaptés à notre climat. Ils sont indépendants de la température, ils ne gênent pas la circulation, et ainsi de suite. Bon. Avez-vous déjà examiné cette possibilité-là? OK, donc, avez-vous examiné la possibilité et pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu d'autres solutions? En fait, pour reprendre un peu les éléments de la présentation, je reviens sur le fait que la STM aujourd'hui a un mandat de réaliser le prolongement de la ligne bleue selon la portée définie. Donc ça veut dire que toutes ces études-là ou les différentes questions qui auraient pu se faire poser dans le passé, aujourd'hui, on ne les pose plus parce qu'on sait où on s'en va. Lors des études, je ne peux pas me prononcer parce que ça a été mené, ces études-là ont été menées par l'AMT à l'époque. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr que plusieurs moyens de transport ou plusieurs éléments pouvaient être évalués, mais l'important principal ou le bénéfice principal, c'est optimiser l'intermodalité. Donc ça veut dire, c'est qu'on s'assure que tous les moyens de transport se parlent, se connectent, puis on transige le plus facilement possible d'une façon ou d'une autre. On a déjà une ligne bleue. Fort probablement qu'il y avait une évaluation qui s'était faite pour mieux desservir le secteur Est, qui parlait du prolongement de la ligne bleue. Oui. Donc, ceci dit, aujourd'hui, comme je vous dis, le mandat est de réaliser le projet dans sa formation. Ça, je le comprends très bien, et d'ailleurs, je le savais, que c'est un mandat que vous avez eu, qui est bien clair, et vous n'êtes pas mandaté pour aller voir ailleurs. Hein? Non. C'est normal. Okay? Mais nos politiciens, eux autres, okay, nos 2 de pique à Québec, là, entre autres, là, qui avaient ça en tête depuis déjà 10 ans au moins, et qui ont décidé de refuser de regarder cette possibilité, alors que nous avons des génies ici qui avaient présenté, proposé le monorail suspendu du Dr Couture, là, okay? Ça coûte... Monsieur Rémillard, je vous remercie de vos propos. Je vous invite à venir exprimer votre opinion lors de les soirées d'expression d'opinion. Oui, d'accord. Je crois que Madame a répondu à la question. Oui, c'est bon. C'est bon. OK. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Rémillard. Est-ce que Mme Nathalie Andrade est dans la salle? Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai 2 questions qui se rejoignent. La première, donc, est-ce que la station Saint-Michel va devoir être fermée et approximativement pendant combien de temps pour effectuer les travaux? Et pour les personnes qui habitent
au-dessus du futur tunnel, quel peut être l'impact des travaux, donc en termes de bruit, de vibration, de circulation, de camions de construction? Est-ce que les trous se font là où seront les futurs édicules pour accéder au futur tunnel, ou est-ce que tout se fait à partir de la station Saint-Michel? Merci, Mme Andrade. Des très bonnes questions. Pour répondre à votre première question, en fait, la station Saint-Michel restera en exploitation, en opération tout le long des travaux. Essentiellement, on a certains travaux de réfection, de rénovation à faire, un peu comme on fait ailleurs dans le réseau, mais ça ne nécessitera pas la fermeture de la station en tant que telle. Donc ça, c'est important de comprendre que la station va être maintenue en accessibilité tout le long des travaux. Pour répondre à votre deuxième question, c'est une très, très bonne question. En fait, les excavations à ciel ouvert vont se faire à l'endroit des stations, mais le 6 km approximativement de tunnel ne se fera pas en ciel ouvert. Donc, tout se fait en souterrain via des méthodes innovatrices, justement, pour pouvoir excaver le tunnel. Donc, quand on parle de ces méthodes-là, bien évidemment, on ne sent pas l'impact de ces travaux-là en souterrain. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est plus aux abords vraiment des stations en tant que telles où les chantiers, on va les sentir un peu plus. Le reste se fait tout en souterrain. Donc, seulement pour préciser, pour les gens qui habitent au-dessus, on ne le sent pas, puis il n'y aura pas de vibration, il n'y aura pas de nuisance aux bâtiments déjà existants au-dessus du futur tunnel. En fait, beaucoup se dictent sur la méthode d'excavation qui va être appliquée. C'est des éléments qui sont à l'étude actuellement, mais l'objectif, c'est de minimiser les impacts. Donc, effectivement, en fonction des méthodes utilisées, normalement, on ne sentira rien. Mais ça, comme je vous dis, ces éléments-là risquent d'être beaucoup plus avancés pour qu'on puisse vous les présenter cet automne. D'accord, merci. As-tu une question? Merci beaucoup, Madame Andrade. Alors, dernier appel s'il y en a qui ont des questions. Et en attendant, j'inviterai M. François Dénommé, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis un résident de la 24e avenue entre Métropolitain et Jarry. Vous avez mentionné, Mme Clour, vous faisiez référence à différentes études. Il y a des séances de consultation qui sont prévues de février à mars. Est-ce qu'on pourrait faire un dépôt de ces études-là qui nous permettent de mieux comprendre peut-être l'achalandage urbain, ce sur quoi vous vous basez pour prendre des décisions? Et cette information-là ne nous est pas disponible présentement. Si elles sont bonnes, des études, ne devraient pas avoir de honte à les déposer. Oh non, non, il n'y a aucune honte. En fait, il faudrait juste qu'on valide au niveau légal parce que dans les faits, ces études-là n'appartiennent pas à la STM, considérant qu'ils n'ont pas été réalisés par la STM. Donc, ceci dit, je prends en note votre commentaire puis on va valider l'information. Concernant les mesures de mitigation que vous aviez énoncées tout à l'heure, est-ce que quelqu'un qui fait partie de la chaîne de décision essaie de vivre un certain expérientiel où il reste dans son bureau? Est-ce que vous pourriez peut-être juste reformuler la question pour m'assurer que j'ai compris? Je vous donne un petit exemple pour la 24e avenue, c'est anecdotique. Oui. Je pense qu'il y avait 4 lignes d'autobus qui passaient sur ce tronçon-là. À un certain moment donné, la moitié de la rue était bloquée par des autobus en attente. Les passants, ou plutôt les gens, les clients qui essayaient de rentrer dans les autobus pour passer le temps, allaient même s'asseoir sur la galerie des résidents. Ils ont été obligés de mettre à un moment donné des comptes. Vous êtes, à mon avis, assez réactifs sur des situations de crise qui se passent, quand les gens sont au bord du désespoir. Est-ce que quelqu'un, vous pouvez m'assurer, dans la chaîne de décision, va s'assurer de peut-être prendre sa chaise roulante, peut-être prendre une canne de non-voyant, peu importe, pour voir qu'est-ce qui se passe dans ces décisions que cette personne-là va proposer? Bien, en fait, l'objectif de ces genres de soirées qu'on commence ce soir, puis comme je vous ai présenté puis répété à quelques reprises, qu'on va poursuivre au courant des prochains mois, prochaines années. Puis quand je parle de soirées, c'est pas juste des soirées. Il va y avoir des comités qui vont être mis sur pied. Il va y avoir des gens disponibles sur les terrains. Il va y avoir différents mécanismes à votre disposition et à la nôtre pour pouvoir nous permettre de connaître vos réalités et en même temps de vous communiquer les informations. Donc, ceci dit,
Ce n'est pas la première fois qu'on réalise des projets d'envergure à la STM, mais je peux vous garantir, dans des cas de projet, je ne peux pas répondre au niveau du réseau autobus aujourd'hui. Là, malheureusement, l'expérience ou le contexte ou la situation que vous venez de nous présenter, je ne la connais pas et je ne peux pas parler au nom de ça, sauf que je peux concrètement vous dire que dans le cadre du projet, il va y avoir plusieurs mécanismes qui vont être mis sur pied pour comprendre votre réalité. On a déjà fait des visites sur terrain dans d'autres projets. On a accompagné des citoyens, des résidents du secteur. On a mis sur pied des comités avec ces gens-là. On les rencontre régulièrement. Donc, oui, la réponse est oui. Moi-même, j'ai un bureau au centre-ville, mais je me déplace sur le terrain avec mon équipe pour comprendre la réalité. Donc, vous allez avoir l'occasion de voir l'évolution du projet via les différents mécanismes, canaux de communication. Si ça vous intéresse éventuellement, lors de la formation ou la mise sur pied d'un genre de ce comité-là, je vous invite fortement à participer. Ça va être une tribune, justement, pour pouvoir échanger sur ces éléments-là. OK, mais je reste un peu sur ma faim. L'achalandage, si ça peut nous être rendu disponible. Oui. Puis, si on peut s'assurer que ce ne soit pas en réaction que les gens se déplacent, mais avant que la décision soit prise. D'accord, c'est bien noté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Denomé. Alors, sur cette question, se clôt, d'une part, le registre des questions et ça met fin à la séance de ce soir. Permettez-moi de remercier vivement les représentants de la STM, de la Ville et des organisations qui les accompagnent. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont soutenu leurs travaux aujourd'hui et un merci tout spécial à vous, citoyens et citoyennes, qui avez pris la peine de vous déplacer et de poser vos questions. Votre contribution est très appréciée. Je vous rappelle que vous pouvez vous informer à la table d'accueil au sujet des différentes façons d'exprimer votre opinion et que la documentation relative au projet sera accessible dès demain sur le site web de la STM. Nous serons le 13 février, donc jeudi, au Centre Leonardo de Vinci et le 18 février au Studio Danse 361 pour 2 autres séances d'information où la même information qui a été donnée ce soir sera présentée à nouveau. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous remercie pour votre attention et votre écoute respectueuse, courtoise et intéressée. Bon retour à la maison.